Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez aimé votre deuxième journée, que vous avez aimé l'ensemble du symposium. Comment vous avez aimé? Oui? Oui, bon. Avant de passer au mot de clôture, puis pour le mot de clôture, il va y avoir une portion qui est un peu plus synthèse de l'événement, puis une portion, notamment remerciements, etc. On voulait revenir sur l'événement artistique, en fait sur la partie artistique, donc où il y a plusieurs personnes qui semblent avoir participé. Tout à l'heure, c'était bien plein. Donc, on voudrait revenir tout de suite avec ça, donc l'événement qui a été disponible pendant tout le symposium. Donc, pour en parler, j'invite Louise Arnald d'Ouranos, hydrologue à Ouranos, de venir nous en dire plus. Merci. Oh, c'est pas cool. Merci beaucoup, merci Alain, merci à tous et à toutes d'être là et d'avoir participé aussi à l'activité. J'ai aussi vu beaucoup de gens, interagi avec beaucoup de gens, donc merci encore. Avant de commencer mon petit discours, là j'ai préparé quelques diapositives. Je voulais juste remercier aussi toute l'équipe d'organisation qui a vraiment été super, travaillé super fort en arrière de tout ça. Et pour l'activité artistique, tout spécialement, je voudrais faire un petit clin d'œil à Ségolène Montagny, Roxane Dumas-Noël, Adèle Cateau, Lilian Prieux et Juliette Pénez. Merci beaucoup. Donc, comme l'a dit Alain, je suis hydrologue à Ouranos, mais je suis aussi artiste. Donc, je viens d'une famille d'artistes où mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère sont toutes artistes. Et en tant qu'artiste scientifique, je me suis souvent demandé si mes deux pratiques étaient complémentaires pour nourrir ma curiosité du monde qui nous entoure, expérimenter, etc. Qui d'entre vous a été touché par une œuvre d'art qui a attiré votre attention par rapport à un sujet environnemental ou scientifique? Ok, super, je vois beaucoup de mains levées. Je vais partager... Oh. Désolée, ça marche, c'est bon? Ok, super. Je vous partage ici une photographie du photographe Richard Moss qui a eu une exposition récente Broken Spectre au Centre Phi. C'est sur la déforestation amazonienne et c'est une des récentes expositions Sciences et Arts qui m'a beaucoup touchée. Donc voilà, je voulais vous le partager aussi. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Je rajouterais à ça qu'une image vaut 1000 mots, mais elle peut aussi semer les graines de 1000 conversations. Elle peut nourrir des échanges et faire grandir des idées. Donc chaque époque a vu des collaborations qui ont enrichi les domaines de l'art, mais aussi de la science, pour interpréter la nature, par exemple, aussi traduire des concepts assez complexes de manière plus accessible, plus sensible. Cet alliage a atteint son apogée à la Renaissance, notamment Léonard de Vinci, qu'on connaît bien tous. Et comme l'écrit Léonard Bonaccina, un autre Léonard, météorologue et écrivain scientifique britannique au XXe siècle, la contemplation de beaux paysages peut susciter de nouvelles questions scientifiques, tandis que les connaissances scientifiques peuvent enrichir l'appréciation esthétique de la nature. Saviez-vous d'ailleurs que la classification des nuages est née de l'art ? En fait, avant le XIXe siècle, les météorologues pensaient que chaque nuage était unique. Et Luke Howard, qui était météorologue amateur mais aussi artiste, a passé des années à observer le ciel et à créer des croquis et des aquarelles de nuages comme celle-ci. Et c'est basé sur ces croquis qu'en 1802, il a proposé la classification des nuages qu'on utilise encore aujourd'hui. On peut donc dire que la science moderne a nourri l'art et n'existerait pas sans l'art, mais aussi que l'art moderne n'existerait pas sans la science. Les frontières entre l'art et la science sont en fait fluides. La communauté scientifique travaille sans relâche pour faire face aux conséquences visibles des changements climatiques. Et je pense qu'on est tous et toutes d'accord que les réponses technologiques sont seulement une partie de la solution, comme on en a parlé durant les 2 derniers jours. Les changements sociétaux, notamment, sont également une pièce du puzzle. Et l'art peut contribuer à ces changements. Le recours à l'art va au-delà d'une manière de communiquer en fait la science de manière plus abordable, mais ça ajoute une dimension émotionnelle, une dimension sensible pour nous permettre d'ouvrir les dialogues à plusieurs communautés diverses, pour pouvoir voir les enjeux de manière différente, sous différents angles,
et ensuite, ensemble, de penser à des solutions innovantes. Donc, pour finir, j'aimerais vous laisser avec une citation ici. Ce sont les mots de Thomas Saraceno, artiste argentin, qui a dit « Je ne sais pas si l'art peut changer le monde, mais je sais que sa perception peut faire partie du projet de sauvegarde de notre planète. » Donc, pour ce symposium, on a monté une activité artistique et le but de cette activité était vraiment de créer un espace de création, vous laisser libre cours à votre imagination et offrir aussi une visualisation un peu des thématiques sur lesquelles on a tous et toutes parlé ces derniers jours. Et pour mener à bien cette activité, on a collaboré avec Éclore et aussi avec l'artiste Joanna Griffith. Donc, je voudrais leur demander de me joindre sur scène ici pour continuer cette présentation. Donc, Léa Hilardo, cofondatrice d'Éclore, et Joanna Griffith, artiste. Merci, Louise. Je commencerai par dire que l'avocat et scientifique américain Gus Speth a dit « J'ai longtemps pensé que les problèmes environnementaux les plus importants étaient la perte de biodiversité, l'effondrement des écosystèmes, les changements climatiques. Je pensais qu'avec 30 ans de science bien menée, on adresserait ces problèmes. J'avais tort. Les problèmes environnementaux les plus importants sont l'égoïsme, la cupidité et l'apathie. Et pour faire face à ça, nous avons besoin d'une transformation spirituelle et culturelle. Et nous, les scientifiques, ne savons pas comment faire ça. » Éclore, c'est parti d'une nécessité. Une nécessité lorsqu'on observe nos milieux ne se parler qu'entre eux, mais également s'épuiser pour au final se demander « mais à quoi on sert ?» Vous vous l'êtes peut-être déjà posé cette question. À quoi je sers? À quoi ça sert? Éclore, c'est parti d'un fait assumé, ou du moins que l'on se doit d'assumer, la transition socio-écologique, ou appelez-la comme vous voulez. Ce n'est pas seulement une série de mesures listées au sein d'un plan climat. Cette chose-là, ce qui sous-tend toutes nos conversations aujourd'hui, c'est profondément politique. C'est politique et donc ça parle de nous, donc de nos mœurs, de nos visions du monde, de notre culture. Dans ce monde où l'on avance dans des tunnels autant visibles qu'invisibles, il nous fallait créer des portes, puis les ouvrir, pour permettre la rencontre entre des artistes préoccupés et des écologistes et scientifiques en quête de sens. Alors on a créé Éclore. Et surtout ce qui fait vivre l'organisme, sa communauté racinaire, qui rassemble artistes, environnementalistes et militants. Si vous avez contribué à l'œuvre collaborative durant ce symposium, qui vous a peut-être permis, durant 5 minutes, de connecter avec votre cœur plutôt qu'avec votre tête, c'est grâce à Joanna, une artiste de notre communauté racinaire. Et avant de lui passer la parole, vous pouvez l'applaudir. Mais c'est ça, avant de lui céder la parole, je vous invite en fait, vous aussi, à vous joindre à la communauté racinaire pour peut-être faire vivre vos connaissances autrement, pour les faire exister au sein des yeux d'artistes qui sauront les livrer autrement, tout aussi justement, sinon plus poétiquement. Merci. Alors, bonjour tout le monde. J'aimerais premièrement remercier Ouranos et Éclore pour cette belle opportunité. C'est un très grand honneur d'être ici et de créer une œuvre collective avec vous. Je vous remercie infiniment de votre participation. À quoi sert l'art? Surtout en contexte de crise environnementale, à quoi sert l'art? À mon avis, la communauté et la créativité sont des véritables forces humaines face aux obstacles. Je retourne souvent au mot sage de Molly Bobach, la première femme canadienne à devenir artiste de guerre. Envoyée en Europe pour documenter l'effort canadien pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle m'a plus tard dit « L'art n'est ni bon, ni mauvais, mais important. » J'ai rencontré Molly Bobach pour la première fois quand elle a visité mon école secondaire. Aujourd'hui,
à mon tour, je suis parfois l'artiste à l'école. Quand je peux, j'amène les élèves travailler dehors. Parfois, on fait l'exercice d'imaginer notre environnement vu par un poisson, un aigle, un arbre ou une fourmi. En essayant d'autres lunettes, même si elles sont imaginaires, on agrandit notre compréhension du monde. Et sur ce, j'aimerais dire un mot sur notre fresque participative. Alors, sous les rayons, pourquoi j'ai choisi le cyanotype? C'est une technique de photo alternative et, comme toute technique de photo, on compose avec temps et lumière. Le cyanotype est, comme nous, sensible à son environnement. L'hexagone employé ici rappelle la ruche d'abeilles, un symbole d'unité et de coopération. Le cire d'abeille est un agent de conservation connu depuis au moins les anciens Égyptiens. Je vous ai proposé alors de conserver symboliquement ce que vous aimeriez protéger pour le futur dans nos rayons de miel. Le rayon prend un double sens quand on apprend que le cyanotype est exposé sous des rayons UV. Et sauf en janvier à Montréal, cette technique se travaille très bien dehors sous le soleil. Si je vous ai demandé d'écrire sur le dos de la feuille un vœu ou un souhait, c'est pour infuser l'œuvre de bonnes intentions. Le titre « Sous les rayons » nous rappelle le soleil, les rayons de miel et nos vœux cachés en dessous, parce que parfois, il faut se rappeler. Je vous laisse une dernière pensée inspirée du titre d'un livre publié par Orion, une revue américaine sur la nature et la culture. Le titre qui me parle beaucoup se traduit à « L'émerveillement et autres compétences de survie ». On ne survit pas que de l'émerveillement, mais cette capacité à voir le beau autour de nous et à cultiver la joie accroît certainement notre résilience. Et je vous passe à Léa pour le manifeste d'éclore. Merci. Il nous semblait que le discours dominant nous imposait tristesse et déboussolement, que peu importe où l'on pose le regard, la laideur l'emporte sur le beau, qu'on n'était plus capable de s'émerveiller, de se raconter d'autres histoires, de compter les lucioles. Les tempêtes enchaînent, le vivant sur le bord de flancher, le dos courbé et la petite flamme qui vacille, à lutter inlassablement contre un ennemi sans nom. On en a oublié de reprendre notre souffle. Alors, que reste-t-il quand tout fout le camp? La chaleur de la musique autour du feu, les poèmes sur la voie publique et les pas de danse à l'improviste, et puis ce nous qui peut de si grandes choses, mais qui craint de ne plus y croire. Quand tout fout le camp, donc, l'art à la rescousse. L'art nous retient, maintient la vie et nous ramène à l'essence. À quoi bon danser quand partout, il y a des feux à éteindre? Il y a ce sentiment d'avoir si gravement échoué lorsqu'on entend « À quoi on sert, mes poèmes et moi ?» Comment un peuple s'enracine quand même ses rêveuses et rêveurs n'y croient plus? L'art comme combustible nécessaire à la suite du monde, l'art plus qu'essentiel pour renouveler nos imaginaires collectifs, pour créer des espaces de rêve communs, pour nouer des liens, pour cultiver notre sentiment d'appartenance et pour nous mettre le feu. Artistes, amoureuses et amoureux du vivant, nous danserons ensemble dans les ruines d'un monde révolu et regarderons la chicorée sauvage pousser dans les craques de trottoirs. Le vivant doit rester une célébration. Et la joie de vivre demeure notre plus grande force. Il est venu le temps d'éclore. Merci.
Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Et puis, merci d'avoir contribué à cette œuvre-là qui n'existerait pas sans vous non plus. Merci à Ouranos d'avoir eu l'audace de nous accueillir au sein du symposium. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Louise, Johanna et Annie. En fait, comme vous le voyez, je pense que c'est un peu aussi l'idée du symposium de partager différentes perspectives. Alors, clairement, c'est une perspective différente qui va nous alimenter pour encore probablement un bout en sortant. Alors maintenant, je passe à presque un moment un peu plus difficile. Je vais tenter de refaire un peu une synthèse de ce qui s'est passé au cours du symposium. Inquiétez-vous pas, ce ne sera pas tellement long. En fait, il s'est passé ceci. Lorsqu'on regarde le symposium, beaucoup de gens qui se sont rencontrés dans différents contextes pour la plénière, pour des sessions parallèles, pour une grande patience, et je vous remercie là, d'avoir joué le jeu, d'avoir à choisir parmi une session ou parmi une autre. J'en profite déjà pour dire que les PowerPoint vont être en général rendus disponibles, surtout pour ceux qui nous autorisent à pouvoir le faire, donc je vous invite à le faire. Sur le YouTube aussi, il va y avoir des plénières qui vont être disponibles et vous allez recevoir davantage d'infos, j'y reviendrai. Mais donc, c'est ce qui s'est passé notamment au symposium. Je vais faire aussi un retour sur, j'ai eu le culot de demander au président de session de m'envoyer un email, une petite phrase qui résumait qu'est-ce qui s'était dit pendant la session. Alors, vous pouvez imaginer la quantité d'emails que j'ai reçus jusqu'à tout à l'heure, là. Fait qu'on a tenté de faire quelque chose le plus possible, mais ça, les mots que vous voyez à l'écran, ce sont des mots qu'on a vus ou qu'on a beaucoup vus dans les courriels. Donc, la notion de l'engagement des différentes parties prenantes et l'importance de ça. L'importance de s'outiller aussi, mais aussi l'importance de développer de nouveaux outils dans certains domaines qui étaient moins avancés, de mieux utiliser des outils dans certains cas où ils étaient matures, et parfois de simplement passer en mode d'application et de généralisation de l'utilisation de ces outils-là dans le quotidien. Alors, donc, les niveaux varient selon les domaines. L'importance de la collaboration, je pense que c'est assez évident ici, je n'ai pas besoin de m'étaler trop là-dessus. L'innovation, beaucoup sur la mobilisation. Puis là, on parle de la mobilisation autant des connaissances que la mobilisation des acteurs pour avancer, autant du côté scientifique que du côté terrain. La planification, le mot planification est revenu souvent, donc on ne fait pas les choses n'importe comment, il faut quand même être organisé pour pouvoir être le plus efficace et productif possible. Être en action, ça clairement c'est revenu de façon majeure. Itération, pour reconnaître le fait que l'adaptation est peut-être davantage plus un processus qu'une solution appliquée une seule fois. La transformation, la notion public-privé aussi qui est réapparue. Moi, je m'en suis rajouté quelques-unes. J'étais dans une session sur l'interdisciplinarité tout à l'heure, puis ça a provoqué des débats vraiment intéressants. Il y a une présentation aussi sur les coûts tangibles et intangibles. Il y avait même un article dans Le Devoir là, qui est apparu hier en lien avec une étude qui avait été soumise, qui rappelle aussi la notion des coûts économiques aussi qui intéressent et qui accrochent très clairement à beaucoup de décideurs. Un passage à l'action, oui, on a parlé tout à l'heure d'être en action, mais aussi d'intégrer la notion, oui, d'efficacité, mais aussi la notion d'être équitable. Ça, c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus et qui apparaît chez plusieurs acteurs, donc ça, c'est intéressant. J'ai parlé du processus d'adaptation. À deux endroits aussi, puis ça, je le ressors, c'est pas sorti souvent, mais j'ai trouvé ça intéressant. Quelques personnes, quelques sessions qui ont mentionné que le processus est aussi important que le résultat. C'est-à-dire que parfois, un projet peut peut-être pas donner les résultats prévus, mais tout le monde a évolué à l'intérieur de cette initiative-là. Donc, je trouvais intéressant de le mentionner, même si ce n'était pas revenu si souvent que ça. La notion de gouvernance collaborative, participative, etc. Je ne peux pas m'empêcher de revenir avec nos 3 mots du panel de ce matin, là, leadership,
cohérence et courage. Je pense que surtout pour les plus hauts décideurs, c'est certainement des points qui sont importants. Je reviens sur certains livrables ou certains documents qui sont déjà accessibles, qu'on peut utiliser encore plus et davantage. Et là, je pars des outils peut-être un petit peu plus stratégiques, orientés vers les décideurs, mais il y a le rapport du groupe de travail en adaptation, du groupe d'experts en adaptation. Nous, à Ouranos, avec mon partenaire Alain Webster, là, on compte garder ce rapport-là bien en vie. On a même discuté, il y a plusieurs des gens qui sont dans la salle, qui sont membres du groupe d'experts. Là, on va vous reconvoquer bientôt. Je ne sais pas si ça va être un 5 à 7 pour commencer. Ah, là, je vois des thumbs up. Là. Et puis, on va garder le rapport vivant. Là. On va continuer à suivre ceux qui ont reçu ce beau rapport-là pour voir comment ils performent là, en lien avec les recommandations que l'on a faites. Il y a d'autres documents aussi, qu'on le disait tout à l'heure, qu'il fallait essayer sur le positif aussi. Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ont des stratégies d'adaptation, des politiques publiques qui nous permettent d'avancer. Puis en fait, c'est même un beau contraste avec ce qui se passe dans certaines autres régions du monde, pas tellement loin d'ici. Plusieurs outils ont été présentés au symposium et là, naturellement, je ne vais pas élaborer tous les outils. Il y en a quand même eu plusieurs. Je pense que la majorité des outils sont très complémentaires. Il y en a qui sont en santé, en biodiversité, pour les infrastructures, etc. Donc, il faut cette diversité d'outils-là. Il faut probablement aussi inviter à la connexion entre les outils. Ça me semble aussi être de plus en plus un must. Des guides aussi pour aider les différents acteurs à pouvoir avancer et dans un esprit où parfois il y en a certains qui ne peuvent pas nécessairement, ils n'ont pas la capacité d'utiliser des outils hyper pointus, mais les guides aussi, c'est très facilitant. Et là, on fait des activités de formation, des capsules vidéo, etc., des plateformes de données qui ont été présentées pendant le symposium. Alors, du côté d'Ouranos, nous, on veut continuer à jouer notre rôle structurant autant sur le front scientifique que sur le front du passage à l'action. On a cette variété d'outils pour répondre à différents publics cibles. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, au cours des derniers mois, on a sorti des capsules vidéo assez simples pour expliquer c'est quoi le climat, c'est quoi l'adaptation, etc., qui sont disponibles. Des guides aussi qui sont rendus disponibles, notamment en partenariat avec le gouvernement du Québec pour comment développer des plans d'adaptation, des plans climat, etc. Donc, on va continuer à travailler en ce sens-là. Il y a les sites web de portraits climatiques et l'outil Pavix pour les experts, les power users de données qui veulent aller eux-mêmes interroger des données. Donc, ça aussi, c'est disponible et Ouranos va continuer à travailler sur ce front. Et en fait, peut-être une annonce d'activité de formation d'Ouranos qui va aller de l'avant avec l'équipe d'Isabelle Charon. Donc, on a des dates concrètes, des annonces de formation qui vont se faire. Est-ce qu'on a écrit le email? Non, le email, c'est formation@ouranos.ca. Donc, les gens qui seraient intéressés à avoir des formations en lien avec la science du climat et l'adaptation au changement climatique peuvent envoyer un email, puis on va avoir des annonces, puis c'est vraiment une question de semaine là, pour aller de l'avant avec cette formation aussi. Pour ce qui est de la suite du symposium, en fait, la clôture de ce symposium-ci, je vous invite très clairement à répondre au sondage d'appréciation que vous allez recevoir. Et là, je veux dire, si vous avez trouvé le symposium, c'est excellent, c'est fantastique, allez-y, donnez-nous des bonnes notes, etc. Mais n'hésitez pas à être critique, là. Je veux dire, c'est en étant critique, quant à moi, là, il devrait y avoir au moins une critique négative qui vient de tout le monde là, pour essayer d'améliorer les choses. Là. Je veux dire, nous, notre objectif, c'est d'avoir un 11e symposium qui va être encore mieux que le 10e symposium. Donc, n'hésitez pas à y aller avec les critiques constructives. Comme je disais tout à l'heure, les plénières vont être disponibles sur le YouTube, les PowerPoint vont être disponibles et vous allez d'ailleurs recevoir dans la prochaine infolettre en lien avec le symposium, vous allez recevoir un petit courriel, un message, en fait, l'infolettre qui va vous donner des liens avec l'information accessible de façon un petit peu plus concrète. Naturellement, ces événements-là ne sont pas possibles d'être faits sans beaucoup d'organisations qui contribuent au succès. Donc, en fait, c'est ça, le symposium, ça se termine très bientôt. Donc, merci aux
aux différents partenaires financiers qui sont illustrés ici, là, notamment le gouvernement du Québec, en lien avec un support financier quand même substantiel pour permettre de réaliser ça. Donc, merci à eux. Au total, on a eu donc finalement 541 personnes. Là, je ne comprends pas parce que je pense que c'est un petit peu plus que la capacité. On va dire que c'était étalé sur 2 jours. C'est ça qu'on va dire que c'est ça. Donc, plus de 200 personnes qui étaient malheureusement en ligne d'attente, mais je pense que ça témoigne là, du grand intérêt pour le dossier de l'adaptation, donc c'est une bonne nouvelle. Ceci étant dit, la prochaine fois, on va avoir une place qui va prendre plus que 500 personnes. Ça me semble assez évident. En passant, nous, dès demain, j'exagère peut-être un peu, mais dès la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on va commencer à travailler sur le prochain symposium, qui va être celui du 25e anniversaire d'Ouranos. Donc, quand même, il va falloir faire quelque chose de spécial pour ça. Je retiens à remercier naturellement tous les participants à l'événement, les responsables des sessions, les conférenciers, les panélistes, les présentateurs d'affiches scientifiques, nos 38 affiches aussi qui étaient là. Un merci, comme je le disais, aux commanditaires. Et puis là, il faut aussi que je remercie tout le monde qui a participé à l'organisation du symposium. Et là, je suis dans une situation très particulière. Il y a plusieurs d'entre vous qui savaient que je n'ai pas été là pendant 6 mois. Ce n'était pas un problème de santé, inquiétez-vous pas. Je n'étais pas là pendant 6 mois. Et toute ma gang a tout organisé un symposium. Et là, moi, je reviens en janvier avec un symposium tout organisé. Puis là, on me demande d'être le maître de cérémonie, puis de vous parler, etc. Je suis un peu gêné, pour être bien franc, parce que je n'ai pas fait grand-chose pour le symposium, et puis je dois absolument féliciter l'équipe pour le travail qui a été réalisé. Puis là, quand je dis l'équipe, c'est l'équipe très large, là. Donc, il y a le comité symposium, le comité scientifique, Isabelle Charon, Ségolène Montagny, Marie-Emmanuelle Bossé, Ève Bourgeois, Chris McCrae d'Ouranos, et des gens de l'externe, parce que cette année, on avait pris une formule où on mélangeait davantage avec l'externe. Donc, je remercie beaucoup Jean-Philippe Martin d'Hydro-Québec, Maxime Boivin à l'INSPQ, Julie Thériault à l'UQAM, Damon Matthews à Concordia et Jeanne Robin de Vive en Ville, qui ont vraiment provoqué les choses, autant du côté externe que du côté Ouranos, pour avoir une programmation qui, selon moi, a été extrêmement riche. Donc, merci naturellement à l'équipe pour l'organisation du symposium, pour le travail remarquable au niveau logistique. Là, je pense que c'était quand même assez bien rodé. De manière générale, tous les employés d'Ouranos ont contribué, mais en particulier Adèle Cato, de l'équipe des communications, qui a été un peu la chef, en fait, qui a été beaucoup la chef de l'orchestre de l'organisation de tout l'aspect logistique. Aussi, pour la logistique, les communications, les partenariats, Catherine Chic, Roxane Dumont-Noël, Clara Jacquet. Pour la création d'outils graphiques et numériques, Juliette, qui j'espère n'est pas malheureuse de me voir revenir après 6 mois, Juliette Pénès, que je consulte continuellement pour faire des bonnes présentations. Merci, Juliette. Guillaume Marcotte aussi, à la gestion administrative, ça c'est les gens à l'inscription, etc., notamment Léa Crevier-Lapointe, Liliane Prieux, Daphné Joachim. Et puis un merci tout particulier aussi à la personne qui m'a remplacé pendant les 6 mois que je n'étais pas là, donc Caroline Larrivée, qui, pour un drôle de timing, n'est pas là au symposium. C'était peut-être la plus grosse absence du symposium. Inquiétez-vous pas, tout va bien, etc. Mais ça a tombé qu'elle ne pouvait pas être là. Donc, Caroline, là, qui joue un rôle, comme vous le savez, là, assez majeur à Ouranos. Bon, on est sur le point de se quitter bientôt. Encore une fois, merci. Je disais la rétroaction, etc. Ah oui, un point à ne pas oublier, les cocardes. Vous pouvez... en passant, j'arrête tout de suite. J'aimerais que tous les gens que j'ai nommés se lèvent pour qu'on vous applaudisse. Incluant les gens du comité scientifique. Là. Je ne sais pas s'il y en a du comité scientifique qui sont encore là. Merci à tout le monde. Bravo. Et donc, encore une fois, merci à vous. Bon retour à la maison. Attention sur les routes, mais je présume que vous êtes tous sur le train. Pour ceux de Québec, vous êtes tous sur le train de Québec là, qui part à 6h et quelques. C'est ça? Ouais, c'est bon. Merci.